2 loups vont tenter à plusieurs reprises d'atteindre les brebis. 3 patous vont venir s'interposer entre un loup et le troupeau. C'est un combat que l'on voit rarement mais qui a lieu presque tous les jours en France. Un combat d'intimidation souvent mais qui peut aussi devenir beaucoup plus violent. Un combat entre un prédateur sauvage, le loup, et son descendant domestique, le chien. Un combat dont l'issue peut signer l'arrêt de mort immédiat de plusieurs brebis et impacter le travail des bergers. Salut, c'est Lucas. Des patous comme celui-là ou d'autres chiens de protection, vous en avez peut-être déjà croisé vous aussi. Ces chiens qui avaient presque quasiment disparu en France sont de retour auprès des bergers. Les chiens de protection sont les seuls chiens au travail qui doivent agir spontanément et non pas sur ordre de leur maître. D'à côté, des randonneurs s'inquiètent de leur rencontre avec ce type de chiens qui peuvent mal tourner. D'un autre côté, leur capacité ou non à vraiment limiter les attaques de loups suscite des débats. Pour ce nouvel épisode de la grande explication, j'ai voulu y voir plus clair. Comment un chien peut devenir une arme défensive face aux loups? Font-ils vraiment le poids? Je vous explique. Ça, c'est ce qu'on appelle un patou. Le vrai nom de cette race, c'est Montagne des Pyrénées. Pour ceux qui ont la référence, c'est Belle dans la série Belle et Sébastien. En France, c'est surtout lui qui était utilisé historiquement pour défendre les troupeaux de moutons des grands prédateurs. Aujourd'hui, on utilise aussi le berger des Abruzzes, le Kangal ou berger d'Anatolie, le matin espagnol ou encore le Cao de Gado transmontano. Pour faire face aux loups, ces chiens ont généralement en commun d'être imposants physiquement, d'être robustes et de faire des aboiements puissants. C'est une invention très ancienne, ancrée dans toutes les grandes sociétés pastorales pour qui les troupeaux avaient une valeur majeure pour leur vie économique. Et j'ai découvert qu'il y a encore pas si longtemps, ce type de chien avait presque complètement disparu en France. En fait, dans les années 1970 ou 1990, en France, il n'y avait presque plus aucun chien pour garder les troupeaux. Alors qu'en 2023, on estime leur nombre entre 7000 et 8000. En fait, ce retour massif et rapide, il a suivi celui d'un autre animal emblématique, le loup. Tout le monde a été pris au dépourvu par cette histoire-là. Remontons rapidement dans les années 1790. Le loup vit encore sur 90% de notre territoire. Massivement chassé par les humains, il est décimé du pays en moins de 150 ans. Rebondissement au début des années 1990. Des premiers loups sont de nouveau signalés dans les Alpes du Sud. Protégé par plusieurs réglementations, le loup regagne d'abord du terrain progressivement, puis plus rapidement. Comme ça reste un prédateur sauvage, il est assez difficile de connaître le nombre exact de loups en France. Mais à la sortie de l'hiver 2022-2023, l'Office français de la biodiversité estime qu'il y en a de nouveau entre 1000 et 1210 à travers le pays. Et c'est ce retour rapide qui, en parallèle du retour de l'ours, va entraîner le retour massif des chiens. En effet, les loups opportunistes, ils se nourrissent de chevreuils, de chamois et d'autres animaux sauvages, mais aussi d'animaux d'élevage, principalement des brebis. Les éleveurs ont été confrontés à la nécessité de protéger les troupeaux avec effectivement des attaques qui ont flambé très très vite et très très fort. Pour se protéger, l'une des premières mesures a été de faire appel aux chiens. Des chiens qui, comme on peut le voir sur ces images, étaient déjà utilisés quelques siècles auparavant. Et encore largement utilisés dans de nombreux pays. Il existait toujours des montagnes des Pyrénées, mais qui étaient protégées par une asso qui avait pour but de les valoriser comme chiens de beauté. Donc c'était plus des lignées de travail. On a bricolé, on a fait des hypothèses. Au fur et à mesure, on a réussi à resélectionner des bons montagnes des Pyrénées, des bons patous. Mais les éleveurs, de plus en plus, confrontés aux limites des chiens qu'on leur proposait, sont allés chercher notamment des Abruzzes, qui sont une race très proche du patou, mais qui n'avait pas perdu sa génétique. Et puis, ils sont allés chercher des races, on va dire, plus offensives. À partir des années 2004-2005, le financement des chiens de protection par des aides publiques se généralise. Aujourd'hui, 80% de l'achat et de l'entretien du chien peuvent être financés sous conditions. Ça a contribué au retour massif des chiens qui, comme on le verra un peu plus tard, peut avoir différentes conséquences. Mais en attendant, voyons concrètement comment ce chien fait pour protéger un troupeau face à une attaque de loup. Imaginons un troupeau, par exemple, quelque part dans les Alpes. Il regroupe généralement quelques centaines à plusieurs milliers de brebis, principalement élevées pour leur viande. Le chien, en général, il vit 24 heures sur 24 avec ses animaux pour veiller sur eux. D'ailleurs, le plus souvent, il y a en fait plusieurs chiens. Ils vont pouvoir détecter bien avant l'être humain l'approche de loups. Au fur et à mesure que le troupeau avance, les chiens patrouillent un espace de quelques centaines de mètres de part et d'autre, et ceci améliore leur capacité de détection et d'interposition. Par rapport à des meutes de loups qui vont chercher à attaquer au moment les plus favorables, au moment de la faille, au moment de l'orage, au moment des brouillards, au dérobé des bois,
etc. Ils vont se poster bien souvent à des endroits stratégiques. Donc s'il y a un peu de dénivelé, ils vont se mettre un peu en hauteur pour prendre un peu de recul. Pour détecter un intrus, les chiens peuvent notamment compter sur leur ouïe et leur odorat très développés. Selon le Parc national des Écrins, les cellules olfactives qui servent à décrypter les odeurs peuvent être 35 à 50 fois plus nombreuses chez ces chiens que chez l'être humain. Les chiens sont aussi très sensibles au mouvement des troupeaux. Ok, mais une fois qu'un loup est détecté, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ici, 3 patous vont venir s'interposer entre un loup et le troupeau et vont réussir à faire fuir le prédateur. On voit ces allers-retours de chiens de loup, les loups s'avancent, les chiens s'avancent au contact, les uns reculent, etc. Donc ces jeux territoriaux qui se jouent, qui peuvent aller avec des champs d'agressivité croissante. Entre 2013 et 2018, des chercheurs ont réalisé des observations nocturnes sur 12 pâturages gardés par des chiens dans les Alpes du Sud. Voici les comportements qu'ont eu les chiens au cours de 175 interactions observées avec des loups. Dans 6% des cas, les chiens ont seulement aboyé. Dans 25% des cas, ils se sont mis à la recherche du loup. Et dans 66% des cas, les chiens ont tenté de s'opposer aux loups, soit en les poursuivant, en s'interposant, ou dans des cas moins nombreux, en les combattant directement. Ça dépend énormément du chien, de l'éducation qui lui a été donnée et de la situation pour que ces différentes étapes se mettent en place. S'ils vont jusqu'à une confrontation directe, il arrive que des chiens tuent un loup ou que des loups tuent un chien. Alors j'ai pas trouvé de chiffres pour les loups, mais j'ai vu que plusieurs dizaines de chiens étaient institués chaque année. Du côté du chien ou du côté du loup, ils vont essayer de régler les choses sans en arriver jusque-là, parce qu'ils savent très bien de part et d'autre quels peuvent être le risque, qu'il y a un risque de vie engagé réellement. Donc en général, les animaux vont être en capacité de jauger des forces qui sont en présence. Et je me suis demandé pourquoi, malgré ces risques, les chiens restent fidèles au troupeau. Au plus jeune âge, ils sont placés dans leur futur troupeau dont ils auront la garde. Ils vivent avec le troupeau, ils mangent avec le troupeau, ils dorment avec le troupeau. Et donc c'est vraiment là que se créent ces liens très importants. J'ai aussi été surpris de découvrir que face à un loup, un chien peut aussi adopter un comportement pacifique. Par exemple, voir le loup et ne pas réagir, ou le laisser le sentir, ou encore jouer avec lui. Bon, en vrai, ça semble beaucoup plus rare. Par exemple, dans l'étude dont je vous ai parlé, ces comportements non agressifs représentent seulement 3% des interactions observées. On va voir maintenant que remettre des milliers de chiens pour protéger les troupeaux, ça crée aussi de nouvelles inquiétudes. Oui, on s'en va. On est obligé de se mettre dans la merde pour pouvoir échapper au patou. Allez, non. Nous sommes à l'été 2022 sur un petit chemin des Pyrénées. Le face-à-face entre ces randonneurs et les patous dure plusieurs minutes et pour les éviter, ils s'engagent finalement dans un large détour. Alors c'est bien, ils font quand même leur travail de protection, mais ils font pas la différence avec des animaux domestiques et un humain. Ce type de situation, comme le montre cette image du 19e siècle, elle n'est pas nouvelle. Mais avec le grand retour des chiens de protection et la forte augmentation des activités en montagne comme la rando, le trail ou le VTT, elles se sont multipliées. Broussard va. Pour tenter de connaître les conséquences réelles que ça peut avoir, une enquête a été menée en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. Résultat, sur environ 1500 témoignages de rencontres avec un chien de protection, le comportement du chien est jugé menaçant dans 46% des cas. Ce dont ils se sont rendus compte, c'est que le questionnaire servait principalement pour des mauvaises rencontres, et donc il était compliqué d'en venir à un chiffre de combien de mauvaises rencontres, puisque du coup il faudrait arriver à avoir toutes les personnes qui, elles, n'ont pas eu une mauvaise rencontre. Dans ce que moi je suis amenée à traiter, il y a vraiment des tensions autour de ces questions, parce que des deux côtés, il y a des histoires qui sont marquantes. Ça peut être très mal vécu aussi par les éleveurs, cette remise en cause de leur chien, quoi. Et du côté des pratiquants, il y a aussi des expériences qui vont les marquer à vie, avec des personnes qui vont avoir peur des chiens suite à une rencontre avec des chiens de protection. En plus du stress et de la peur que ça peut générer, quels peuvent être les autres risques? En 2021, sur 500 témoignages environ, l'enquête a remonté 15 morsures sur des chiens de compagnie, 24 pincements sur des humains et 31 morsures sur des humains aussi. Tous les cas de morsure ou situations un peu dangereuses ne remontent pas forcément. On va avoir du pincement, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement un bleu, mais à peine la marque des crocs. Et après, oui, il peut y avoir des morsures plus importantes avec les crocs qui pénètrent. Il y a une expertise vétérinaire qui doit être mise en place. Le chien, il peut être descendu de l'alpage pour éviter que ça se reproduise. Et dans un cas où on considérait que le chien a effectivement montré des comportements agressifs à répétition, il peut y avoir l'euthanasie du chien.
L'enquête, elle nuance ces incidents rapportés en disant qu'ils ont impliqué moins de 2% des chiens de protection. Personnellement, il m'est arrivé de me retrouver aussi face à des patous avec des amis. Et c'est vrai qu'on se demandait aussi ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. De plus en plus d'éleveurs ou d'organismes affichent le type de comportement à adopter pour réduire les risques. Parfois, des personnes dédiées sont présentes sur les sentiers pour donner des conseils. En fait, on fait tout pour donner les signaux aux chiens de protection que nous ne sommes pas une menace, que nous ne voulons pas de mal au troupeau. On se laisse analyser par le chien de protection, approcher calmement. Donc quand on est en vélo, à cheval, etc., on descend de sa monture. On va regarder, est-ce que c'est possible de contourner? L'idée, c'est pas non plus de se mettre en danger pour absolument contourner dans des pierriers immenses. Si c'est possible de passer au milieu, mais aussi regarder le comportement du chien et puis éventuellement être prêt à faire demi-tour si jamais il y a besoin. Face à ça, notamment, je me suis demandé si au final, avoir des chiens face aux loups, ça marchait vraiment. Reprenons d'abord l'étude dans les Alpes du Sud dont je vous ai parlé tout à l'heure. Lors de leurs observations, ces chercheurs ont constaté que sans chien de protection, les approches de loups menaient à plus d'attaques sur des moutons. A l'inverse, en présence de chiens, ils observent que les approches de loups peuvent finir sans attaque et c'est 65% des cas. Ces approches peuvent finir en attaque sans faire de victimes, et c'est 25% des cas. Et enfin, elles peuvent quand même finir par des attaques avec au moins un mouton tué, et ça c'est 10% des cas qu'ils ont observés. Les chiens de protection font partie en fait des moyens de protection les plus efficaces. Un prédateur peut venir prédater sur un troupeau, mais la seule présence de chiens de protection peut le faire choisir d'aller sur un autre troupeau par exemple qui est moins gardé, ou sur de la faune sauvage. Si on regarde à l'échelle de la France cette fois, je me suis demandé comment avait évolué le nombre d'animaux d'élevage victimes d'attaques de loups. Ce graphique, il montre ceux qui ont été déclarés puis indemnisés par l'État. On voit que pendant longtemps, le nombre d'animaux touchés augmente fortement en France, jusqu'à atteindre autour de 11 000 à 12 000 animaux par an. Cette augmentation de la prédation, elle n'est pas uniquement due aux nouvelles zones conquises par le loup. Elle touche aussi des zones où des chiens et d'autres mesures de protection comme la présence humaine et les enclos étaient largement mises en place. Pour les chercheurs du réseau Coadapt, cela montre que les mesures prises n'étaient pas suffisantes. On a beau multiplier les chiens de protection, on a certes une efficacité, mais en même temps, on redéploie dans le temps et l'espace ces attaques. Dit autrement, si Pierre se protège bien et que les attaques se reportent sur Paul et que Jacques est aussi touché, vous pouvez démontrer que ça marche et en même temps, vous n'aurez rien réglé. Peut-être que Pierre a des conditions faciles de protection des troupeaux, en relief facile, etc. Peut-être que Paul, qui a aussi des chiens de protection, est sur des reliefs beaucoup plus escarpés, avec beaucoup plus d'arbres et des conditions beaucoup plus difficiles pour le berger pour monter à sa cabane. La seule chose qui nous intéresse en tant que politique publique, c'est d'avoir une baisse globale de prédation. Malgré un nombre de loups croissant, malgré un nombre de secteurs géographiques croissants, on n'est pas encore dans une croissance exponentielle d'attaques et de victimes. Même si c'est toujours trop, et qu'il y en a effectivement de manière conséquente, on arrive à des stades qui sont, on va dire, maintenus, contenus malgré tout, sans doute grâce aux chiens de protection. On a fait le constat que les moyens de protection à eux seuls ne parvenaient pas à faire baisser la prédation. On plafonnait à un niveau qui est resté très élevé. Et progressivement, l'État a introduit les tirs de défense au troupeau. Ce qu'on observe depuis 3 ou 4 ans, c'est qu'en associant les tirs de loup et la présence de meutes de chiens de protection partout, on commence à avoir un véritable début d'efficacité. Est-ce que l'effet sera durable? C'est une vraie question. Alors, petite parenthèse, cette question du tir, elle est très débattue en France. Et j'ai trouvé une étude super intéressante qui essaye de voir si tuer des loups, ça augmente ou ça diminue le nombre d'attaques. Ce travail, il laisse plusieurs questions ouvertes et je vous mets le lien sous la vidéo YouTube. Revenons aux chiens. Quand on discute avec des bergers ou des éleveurs, il y a un autre point qui revient souvent, c'est la charge de travail en plus que ça peut représenter. Par exemple, il faut dresser et nourrir les chiens, s'en occuper s'ils ont des problèmes et éventuellement les gérer s'il y a des randonneurs. On l'a dit, les chiens sont généralement financés à 80% par des aides publiques et c'est aussi le cas d'autres mesures de protection. Selon le réseau de chercheurs Coadapt, cela représente plus de 30 millions d'euros chaque année. Bon, mais globalement, ces chiens sont-ils quand même utiles ou non? L'Institut de l'élevage, qui a travaillé avec de nombreux éleveurs, conclut que cette technique a fait ses preuves dans un grand nombre d'exploitations, mais qu'elle a aussi des limites lorsque de mauvaises conditions se cumulent sur une même exploitation. Au-delà des conditions du terrain, je me suis demandé si on pouvait améliorer l'efficacité des chiens et comment. Un chien isolé ne pourra faire mieux qu'aboyer, c'est-à-dire être l'alerteur du berger présent s'il est présent. Sachant qu'il y a certains territoires, comme dans le Vercors par exemple, où il peut y avoir
des meutes de loups jusqu'à une dizaine, 13, 14 individus. Bien évidemment qu'en face, un seul ou 2 chiens de protection ne suffiront pas. Il faut pouvoir constituer une équipe tout aussi importante en face, une équipe variée, avec peut-être plusieurs races, plusieurs tempéraments de chiens différents, avec ceux qui vont plutôt aller au devant de la prédation, au devant du risque, et ceux qui vont plutôt rester en arrière, en défense, en protection, en arrière-main. Donc il est important de bien justement avancer dans les travaux de recherche pour pouvoir accompagner le choix des éleveurs dans la constitution de ces équipes, parce que sinon ça peut aussi poser des problématiques de gestion des chiens entre eux, et ça n'est pas toujours simple. La génétique est essentielle, pas seulement la race, au sein de la race, avoir des bonnes souches de chiens de protection au travail, c'est une base essentielle, mais non suffisante. L'éducation fait beaucoup, la mise en œuvre fait beaucoup, la gestion quotidienne de la maître de chien fait beaucoup. C'est la combinaison, étape après étape, de chacun de ces facteurs qui fait qu'au final, on a une maître de chien de protection efficace, avec une forte cohésion, une confiance en eux, etc. Pour résumer, les chiens, c'est pas une solution magique et universelle face aux loups. Néanmoins, voici ce que conclut un rapport de 2015 de l'un des chercheurs du réseau Coadapt. Ils sont certainement un des éléments clés de la boîte à outils qui sera nécessaire pour faire face à la coexistence difficile du pâturage extensif et des grandes populations de carnivores. Bien sûr, cet épisode de la grande explication, c'est qu'une porte d'entrée sur ce sujet très riche et complexe. Si vous êtes scientifique, berger, éleveur, randonneur ou encore passionné du loup, n'hésitez pas à apporter vos compléments en commentaire, je les lirai avec grand intérêt. J'espère que cette vidéo vous aura quand même intéressé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Comme d'habitude, voici un autre petit extrait sur quelque chose que j'ai appris sur ces chiens. Il ne faut pas confondre chien de protection et chien de conduite. Le berger, avec ses chiens de conduite, oriente tout au long de la journée les circuits de pâturage pour alimenter au mieux son troupeau. Les chiens de protection, eux, sont au sein du troupeau. Ils vont avoir une organisation collective de travail qui va lui permettre de s'opposer aux attaques de loups. Dans cette vidéo, j'ai donné la parole plutôt à des profils scientifiques, mais sur Brut, vous pouvez retrouver d'autres vidéos avec des interviews de professionnels de l'élevage ou de personnes engagées dans la protection du loup. Vous pouvez aussi retrouver d'autres épisodes de la grande explication sur l'environnement ou les animaux. Merci à la personne qui m'a donné l'idée de ce sujet, et merci à toutes les personnes qui ont travaillé dessus. Et pour un nouvel épisode de la grande explication, on se retrouve dimanche prochain.